J'étais dans une grosse histoire où ma voiture s'est fait mitrailler. En fait, bon, on va dire, on a tenté de m'assassiner. Moi, j'étais armé à l'époque, et donc du coup, j'ai pu sortir mon arme et donc tirer sur une des personnes qui me tirait dessus. Bonjour Alibi, merci de Bonjour. ta présence. Ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois parmi nous, pardon. Sur- Écoute, moi aussi, c'est un plaisir d'être avec Lumière Noire et devant tous ceux qui nous regardent. Merci en tout cas de nous avoir accordé ton temps. Tu es un rappeur français, tu as plus de 20 ans de carrière, tu as collaboré avec les plus grands artistes français, notamment comme Sefiu, Jams, Kerry James, Rof, Youssoupha et bien plus encore. Beaucoup Mais av- d'autres, oui. Exactement. Mais avant de revenir sur ta carrière, j'aimerais que tu te présentes éventuellement si ça te dérange pas. Mais écoute, oui, comme tu l'as dit, donc je suis un rappeur français d'origine haïtienne. Donc j'ai 5 albums solo à mon actif. J'ai 3 albums en duo aussi, donc avec mon frère Alino et avec Eliem. Et énormément de mixtapes, de compiles et aussi beaucoup de featuring parce que souvent ils disent que je fais partie des rappeurs français qui ont fait le plus de featuring. D'accord. Et t'as grandi où, Alibi? Pourrais-tu nous raconter un peu ton enfance avant que tu sois un rappeur? Alors pour ma part, je suis né en Haïti. J'ai des parents qui étaient donc des opposants politiques et il se trouve que à un moment, ils se sont retrouvés donc sur la liste des gens qui devaient être exécutés par la dictature qu'il y avait à l'époque. Il y avait un président qui s'appelait Duvalier, donc qui exécutait tous les opposants et surtout mon père, donc faisait partie des gens qui devaient être assassinés. Quand il a appris ça, donc il a eu peur, mais surtout pour sa famille, et il a pris la décision, lui, de venir en France. Et des camarades à lui et des frères, eux, ont choisi les États-Unis. Et lui, il a choisi la France parce qu'à l'époque, il entendait que la France était plus tranquille, tout ça, pour élever des enfants. Et c'est pour ça qu'il a pris cette décision. Et donc, moi, je suis arrivé en France, donc on va dire à l'âge de 3 ans. Puis on va, nous, atterrir au 4000 à la Courneuve. Voilà. Directement, ouais, ouais. Alors, on a fait un petit passage par Paris d'abord, un bref passage. Et puis ensuite, mon enfance, ça va vraiment être au 4000 à la Courneuve. D'accord. Et lorsque t'es arrivé le premier jour dans la cité des 4000 à la Courneuve, t'as eu quelle impression? Alors, comme je venais d'Haïti, ensuite, comme je t'ai dit, bref passage à Paris. Ensuite, l'impression que j'ai eue, c'était parce que on avait fait, comme je te dis, un petit moment à Paris, donc à l'hôtel. Donc on était, il y avait pas trop d'espace. Et l'impression que j'ai eue quand je suis arrivé au 4000, c'était justement d'avoir de l'espace parce que c'était grand. Donc à cette époque, tu vois, c'était genre les grands ensembles, un petit peu les débuts où ils mettaient les familles justement dans ces grands immeubles. Et l'impression que j'ai eue, c'était ça. Genre, on avait chacun sa chambre, c'était Mhm. grand, une baignoire, une grande baignoire. Tu sais, quand t'as un enfant à cet âge-là, ben, tu trouves ça super, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est un peu les souvenirs que j'ai, mon arrivée là-bas, tu vois. Et tu t'es vite adapté à Libye par rapport aux personnes qui habitaient déjà là-bas, on va dire? Ouais, franchement, je me suis adapté assez vite parce que il y avait une sorte de fraternité dans les meubles où j'étais, où il y avait des gens toute origine. Et plus je grandissais, et plus il y avait ce partage-là, où justement, où chacun découvrait les cultures de chacun, les cuisines de chacun aussi. C'est comme ça que moi j'ai grandi, tu vois, avec cette mixité, tu vois. Et ça m'a beaucoup appris justement sur les univers des uns et des autres. Et eux aussi apprenaient de mon univers, parce que j'ai des potes qui venaient aussi manger chez moi, qui découvraient la cuisine haïtienne. Moi, je découvrais, ben voilà, plein d'autres cuisines algériennes, marocaines, portugaises, Mhm. tunisiennes, italiennes, un tas Ça qui était beau, ça qui est beau. et ça, c'était vraiment beau. Et moi, mes souvenirs, c'est comme ça que j'ai grandi comme ça. Et je crois que maintenant, c'est quelque chose qui se perd au jour d'aujourd'hui, et qu'on est plus, on va dire, centré sur nous-mêmes. Et on perd beaucoup justement à pas découvrir la culture de l'autre comme ça. D'accord. Et à Libye, t'étais quel genre d'enfant dans la cité des 4000? T'étais un Alors, petit peu turbulent, peut-être centré sur toi-même, timide? Alors non, je m'intéressais à énormément de choses. J'étais très curieux, tu vois. Donc turbulent, ouais, je l'étais quand même un petit peu, mais je gardais très bons souvenirs parce que franchement, je kiffais m'amuser dehors avec mes potes et tout. C'était violent à l'époque en plus. Comment Ouais. t'arrivais à trouver ton... comment tu réussissais avec l'éducation de tes parents et ce que tu voyais dehors, comment t'arrivais à faire la distinction et on va dire le juste milieu?
Bah, le juste milieu, justement, c'était, il le fallait parce que c'était obligé, parce que mes parents, quand même, ils étaient assez stricts hein, sur les choses. Voilà, ils voulaient pas de ceci, pas de cela. Et puis après, moi, quand j'étais dehors, ben, il y avait des camarades qui, eux, avaient une éducation moins stricte, qui étaient, eux, tout le temps dehors, machin, etc. Et justement, il fallait le juste milieu avec ça, c'est-à-dire écouter les parents, en même temps s'amuser, tout ça. Donc, j'essayais de faire attention à tout ça, quoi, à alterner bien les choses. D'accord. Bah, tu t'es lancé dans le rap. À quelle période, justement? T'avais quel âge que la première fois où t'as écrit ton texte? Alors, je pense que c'était aux alentours des 15 ans, mais vraiment façon freestyle pour s'amuser comme ça, tu vois, on entendait genre les premiers sons américains, on s'amusait à rapper par-dessus, et c'est comme ça, tu vois, l'approche avec le rap pour moi. Pourrais-tu nous expliquer ton premier concert, ton premier album? Comment ça s'est, parce que vu que c'est, on va dire, c'était tout nouveau pour toi. Alors, Comment t'as réussi à faire ce cheminement et à réussir? alors déjà, on était loin de tout ça, hein, quand je te parle de premier freestyle, etc. Donc j'en ai fait plusieurs comme ça dans les halls avec à l'époque avec les postes, on mettait tu vois les cassettes, l'instru, on rappait dessus et au fur et à mesure, ben je fais des rencontres, j'ai commencé à aller freestyler ben hors de la Courneuve, à rencontrer des DJ, d'autres rappeurs et tout et puis à un certain moment, il y a une mixtape qui va se faire et il y a un label qui s'appelle Visla Record qui eux aussi vont faire des projets. Et justement, moi, je vais poser sur ces premiers projets-là un son qui va faire le tour un petit peu des quartiers, voilà, qui va bien fonctionner dans les quartiers. Et ça va atterrir après aux oreilles d'un producteur qui s'appelle Baez, qui venait de monter un label qui s'appelle Menace Record. Et lui, il cherchait genre une vitrine à ce label-là parce que il avait pour imaginaire le label No Limit, le label américain de Master P, et il voulait faire quelque chose un petit peu similaire à ça. Et quand il avait entendu mon morceau, comment j'écrivais ma vie, ce que j'expliquais par rapport au 4000 à la Courneuve, ça lui a beaucoup parlé. Et donc du coup, lui, il s'est mis en tête de me retrouver. Et donc il est parti à la cité en demandant, ouais, je cherche un mec et tout, voilà, il s'appelle Alibi, etc. Alors la première fois, il est pas tombé sur moi, il est tombé sur des gens qui lui ont dit que je faisais du rap pour m'amuser, et c'était pas pour ça, et que c'était pas la peine qu'il revienne. Donc il est quand même revenu, et là il est tombé sur moi, et quand il est tombé sur moi, il m'a expliqué, il m'a dit, écoute, j'ai écouté le titre que tu as fait sur la compile, je trouve que tu as des choses à dire, je suis en train de monter un label qui s'appelle Menace Record, je veux un représentant de mon label, et je pense que ça peut être toi. Donc il m'a parlé comme ça, et c'est comme ça qu'il m'a convaincu de rejoindre le label Menace Record, là où je vais faire, on va dire, mon premier disque. Et on va dire comment s'est passée la transition du fait que t'étais qu'un artiste du quartier à devenir, on va dire, un peu plus professionnel, à signer dans un label. Comment s'est passée la transition? Parce qu'elle doit pas être facile de passer du quartier, entre guillemets, à une industrie musicale. Oui, c'est sûr. À partir du moment où tu fais des freestyles dans le bâtiment, tu vas faire un disque qui va être vendu dans les magasins, c'est tout à fait autre chose. Alors, je dirais qu'elle s'est faite naturellement parce que je fais d'abord un premier EP qui s'appelle T'as ma parole, donc un mini EP. Donc, suite à ça, comme on parlait de turbulence, j'avais quand même gardé pas mal un pied dans la rue, donc je continuais à faire pas mal de conneries, etc. Ce qui fait que quand le EP T'as ma parole est sorti, je me retrouve rattrapé par certaines histoires, et là, je vais être incarcéré. Donc voilà. Et quand je vais être incarcéré, donc Baez il va défendre le EP comme il peut, voilà, il va faire deux trois radios spé en expliquant que je suis en prison, machin, mais que en prison je suis en train de travailler, en train de préparer l'avenir, etc. Et pendant que je suis incarcéré, on va dire à partir du moment parce que Baez m'a envoyé un avocat donc par rapport à mon affaire et qui était quand même grave à l'époque et que mon avocat me dit t'as des chances de sortie peut-être à telle période vu ton affaire, vu comment on va la défendre, à partir de ce moment-là où l'avocat il m'a donné une lueur d'espoir, on va dire j'ai commencé à travailler et à écrire ce qui allait devenir l'album 1260 jours, qui va être l'album qui va tout changer pour moi dans ma vie, pour les miens aussi. C'est à partir de ce moment-là que je commence à écrire C'est un cet tournant de ta album. carrière, on peut dire. C'est un gros tournant, voilà. À partir du moment où l'avocat me dit qu'il y a de l'espoir et de sortie, et ben je commence à écrire ce qui va devenir l'album 1260 jours. Et pourquoi Limbi, sans indiscrétion, avec le respect que je te dois, t'es parti en prison? Alors je suis parti parce que comme je te disais, donc j'avais un gros pied dans la rue à l'époque, même si
j'étais dans le label Menace Record, donc je continuais pas mal d'activités dans la rue. J'étais rattrapé pour ça. Et à un moment, donc, j'étais dans une grosse histoire où ma voiture s'est fait mitrailler. En fait, bon, on va dire, on a tenté de m'assassiner. Moi, j'étais armé à l'époque, et donc du coup, j'ai pu sortir mon arme et donc tirer sur une des personnes qui me tirait dessus. Donc, Légitime défense. c'était de la légitime défense parce que j'ai toujours expliqué ça, même pendant mon jugement, que si j'avais pas été armé, ben il y aurait pas eu de jugement parce que je serais mort, je serais pas là à l'heure qu'il est. Et on m'a mis une tentative d'homicide, voilà, quand même, parce qu'il faut recontextualiser à l'époque les histoires de gangs dans les quartiers, machin, sous fond de trafic. Donc ils se sont pas pris la tête, ils se sont dit on va le charger au max quoi. Donc voilà, mais en vérité c'était une légitime défense. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis retrouvé incarcéré. Et t'as fait combien de temps à Libye? Alors j'ai fait justement en fait 1260 jours. Ça fait 3 ans et demi quand tu comptes. Donc j'ai fait 3 ans et demi. Et, donc quand j'ai commencé à écrire l'album, donc je savais pas que j'allais l'appeler comme ça parce que je savais pas la peine que j'allais prendre. Mais j'ai écrit tout l'album en prison. Et une fois qu'il y a eu le jugement et que j'ai été condamné et que à la fin je me suis retrouvé à avoir fait 3 ans et demi parce que la peine qu'ils m'ont donnée avec tout ce que j'avais fait, tout ça, les grâces que t'as, ce qui fait que je suis sorti pile à 3 ans et demi. Et qu'on a calculé ce que ça faisait avec Bayes, on a vu que ça faisait 1260 jours. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a appelé mon premier album comme ça. D'accord. Et t'avais déjà ce nom Alibi Montana, forcément. Oui, exactement. Et Ouais. d'où tu l'as trouvé, le nom Alibi Montana? Alors, Alibi, c'est parce que moi, à l'école, depuis tout petit, j'étais celui qui trouvait tout le temps les alibis pour tout le monde. À l'école, tout ça, pour prendre des courriers des professeurs quand tu venais pas, quand tu étais en retard. Non, j'arrivais tout le temps à faire ça. Et donc, tout le monde m'a appelé Alibi. Et après, quand j'ai commencé à rapper, à chercher un nom, ils m'ont dit, bon, t'appelles tous Alibi, t'as qu'à t'appeler Alibi. Et j'ai rajouté le Montana, parce que j'ai toujours aimé les films de gangsters. Depuis petit, tu vois, même les films de gangsters en noir et blanc, tu vois, j'ai toujours kiffé ça, et c'est pour ça que j'ai rajouté le Et t'as Montana. lié les deux directement. J'ai lié les deux, voilà. Et pourrais-tu nous expliquer un peu la construction de ton premier album? Comment ça s'est passé? Bah, tu l'as dit justement que tu l'as écrit en prison. Lorsque tu es sorti, comment tu as pu le mettre directement dans un disque? Comment ça s'est passé au studio? Alors, voilà, quand je sors, l'album, il est écrit en entier. J'ai même plus que ce qu'il faut. Donc, bon, mon producteur de l'époque, Bayes, il vient me chercher. On parle de ça. Je lui dis, ouais, l'album, il est écrit entièrement. J'ai même les idées des musiques dans la tête, tout ça. Il me dit, ok, d'accord. Il me dit, bon, comme tu viens de faire 3 ans et demi, donc il me remet une enveloppe avec une certaine somme d'argent. Et il me dit, ben voilà. Il me dit, va kiffer, tout ça, détendre, tout ça, nan, nan, nan. Et il me dit, tu reviens, on enregistre l'album d'un trait, tu vois. Et moi, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis parti un peu kiffer avec les sous qu'il m'avait donné, tout ça, nan, 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 avec ma femme de l'époque, tout ça. Et quand je reviens, on va dire, on se met un mois en studio et en un mois, on enregistre tout l'album 1260 jours. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est passé directement. Après ta sortie de prison, tout s'est accéléré. Ouais, tout s'est accéléré, tout s'est enchaîné. D'accord. Et puis comme le mini EP, il avait eu un bon succès d'estime, il y avait pas mal de rappeurs de l'époque qui avaient vu Bayes et qui lui avaient dit, ben voilà, nous on a suivi un petit peu l'histoire d'Alibi. Si il a besoin de feat, nous on est là, etc. Nanani, avec plaisir. Et c'est pour ça que sur 1260 jours, il y a beaucoup de feats parce qu'il y a pas mal de rappeurs justement par rapport à mon histoire qui m'avait dit, vas-y, on peut faire des sons ensemble sans souci, quoi. Quelles ont été tes premières influences à tes débuts? T'écoutais du rap des States ou français peut-être? Ouais, j'écoutais beaucoup de rap des States. Donc, mes premiers couplets, je rappais par-dessus justement les rappeurs américains que j'écoutais, tu vois. Et puis après, ben, quand c'est devenu, plus sérieux pour moi le rap français, ben justement, on va dire, quand j'étais en train d'enregistrer 1260 jours, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser un petit peu aux autres et à écouter le rap français. D'accord, ça t'a influencé donc sur ton premier album surtout? Alors non, pas du tout, parce que comme le premier album, il était tout écrit, parce que 1260 jours, c'est mon vrai premier album. Parce qu'avant, T'as ma parole, c'est un mini EP. Et comme j'ai tout écrit dans ma cellule, dans les conditions de l'incarcération, c'est pour ça que la thématique de 1260 jours, elle tourne autour de tout ça. Où voilà, ben, tu vois l'histoire d'un mec, voilà, qui fait sa découverte avec le rap, en même temps qui rêve dans la rue, dans les trafics, et qui va finir dans un label, jusqu'à
faire son premier disque, ensuite être incarcéré et écrire son premier album en prison. Donc 1260 jours, ça raconte vraiment tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai eu aucune influence sur 1260 jours. C'est vraiment, on va dire, c'est vraiment ma vie en fait, 1260 jours. Donc c'est pour ça que je sors tout est prêt, j'enregistre d'un trait. Et ce qu'on s'attendait pas, par contre, c'était le succès de 1260 jours, parce que l'album il passait pas en radio, pas en télé, il y avait pas de pub. Et en plus, il était orienté. Il était orienté. T'avais pas peur d'une étiquette justement à Alibi? Ben, je l'ai un peu eu quand c'est sorti, où on disait ouais le rappeur et tout ça, de la prison, etc. Dans les premiers articles, ça disait un peu ça. Mais le succès de l'album, il va tout changer pour nous parce qu'on va se classer tellement haut dans le top. À l'époque, faut savoir que c'était dans le top album cumulé, hein, là où tu retrouvais Goldman, Johnny Hallyday, tous ces gens-là. Et on se classe très très haut dans le top, tu vois, genre la 10e place. Et c'est ça qui va tout changer pour nous. Pour moi, pour mes proches, et pour le label Menace Records en lui-même. Parce que quand tu arrives à classer un disque, surtout un disque hardcore comme ça, à ce niveau-là du top, t'as tous les appels. Et du coup, il y a tout le monde qui commence à appeler au label, il commence à appeler mon producteur, à proposer tout un tas de trucs. Et moi, pareil. Donc, on me propose des feats aussi dans tous les sens. Donc, à partir de ce moment-là, je me retrouve sur plein d'albums de presque tout le monde à l'époque, parce que les gens, ils se sont dit, ouais, c'est qui ce mec-là, voilà, qui sort de nulle part, du jour au lendemain. Et donc, voilà. Et c'est ça qui va m'amener aussi sur ma première tournée, tu vois. Donc, justement, comment ça s'est passé ta première tournée à Alibi lorsque tu as vraiment constaté la notoriété un peu que tu as, au fur et à mesure que tu as pu construire, mais là, tu la vois vraiment de tes propres yeux. Comment s'est passée cette expérience pour toi? Alors, on va dire la première tournée, c'est un peu tout. C'est là où je vais tout apprendre, c'est là où je vais tout découvrir. Parce que malgré que l'album, il a super bien marché, qu'il a explosé dans les tops et tout, en fait, c'est pas palpable. Parce que nous, on est là, on est entre nous, tu vois, on entend, voilà, l'album, il a grave bien marché, les gens disent, il a fait un super top, etc. Mais on est entre nous. Le moment où il y a un tourneur qui vient nous voir et qui nous dit, ouais, voilà, moi, je vais faire la première tournée d'Alibi Montana, et en plus, il vient et il nous amène des avances. C'est-à-dire, il nous donne de l'argent pour ça en plus. Alors, au tout départ, on l'a tous pris pour un fou. Quand il est venu, on s'est regardé comme ça, en mode, il nous a donné de l'argent gratuitement, tu vois. Dans nos têtes, on était comme ça, parce que on savait pas ce que c'était non plus. Alors, bien sûr, il nous cale des répètes, etc., pour préparer, mais ça reste, on va dire, un peu irréel, tu vois. On va dire qu'on va prendre conscience sur la première date. Je me rappelle, c'était à Lille, la toute première date de la tournée. Et on débarque à Lille, donc on va dans la salle, on fait les balances, machin, après on va à l'hôtel et tout. Et l'organisateur nous dit, bon voilà, j'envoie les voitures vous chercher, il faut se rendre à la salle pour le concert. Et donc nous, sur le chemin entre l'hôtel et arriver à la salle, qu'on arrive à la salle, on voit une queue de ouf. Mais moi, quand je vois la queue, jamais je me dis c'est pour moi. Je suis en mode, voilà, il y a des gens. C'était vraiment c'était tes débuts. C'était mes débuts, toute première tournée. La tournée de 1260 jours, la première. Et donc, du coup, on rentre dans la salle et tout ça. Oh non, je me rappelle, je dis à l'organisateur, c'est quoi tout ça là? Et l'organisateur me dit, c'est les gens qui sont venus te voir, qui ont acheté leur place. Il y en a beaucoup, ils l'ont acheté depuis longtemps. Il y en a, ils sont là de 2-3 heures avant et tout. Et lui, il m'explique tout ça. Mais même quand il m'explique ça, tu vois, ça reste irréel, on va dire, il parle, mais... Tant que tu l'as pas vu, tu vois. Voilà, je me dis, il parle, mais voilà, quoi. Après, donc, le concert, il va débuter. Donc, on met l'intro de l'album. Voilà, le DJ met l'intro. Sur l'intro de l'album, je vois le public, ils connaissent l'intro. Donc, ils commencent à la chanter. Et premier son, ils chantent tous avec moi. Et je pense que c'est à ce moment-là que là, je réalise. Je me dis, ah ouais. Ils sont vraiment venus. Je me dis, voilà. Les textes. Voilà. Je me dis, là, c'est ça, c'est sérieux. Donc, c'est ça dont les gens, ils parlent quand ils disent que l'album, il marche bien, etc. On va dire, sur la première date, je m'en rends compte. En plus, les gens, ils restent super longtemps. Enfin, dire que le concert, il est fini, mais t'as plein de gens qui restent dehors et tout. Même moi, avant. Autographes, tes premiers. Voilà, voilà. C'est ça, première photo, premier échange avec le public. Avant de repartir à l'hôtel, du coup, je reste super longtemps. J'entends les gens qui parlent, me dire, ouais, je kiffe ce titre, machin, nanani. J'ai acheté mon album dans tel magasin, tel truc, à la Fnac, machin, à Carrefour. Et j'entends tout ça, tu vois. Et je veux dire que c'est là qu'on prend conscience des choses. Et chaque soir, ça va être comme ça. Donc, le truc, et en plus, moi, je l'ai vécu avec les miens, parce que la tournée de 1260 jours, je l'ai vécu avec plein de mecs de la Courneuve, plein de mecs des 4000. Tu vois, nous,
Je t'ai dit que quand le tourneur il est venu nous expliquer les choses, nous on connaissait pas comment ça se passe, une tournée c'est budgétisé, En vrai, etc. t'apprends le Des métier. repas, des trucs, des chambres d'hôtel. Nous on apprend tout en même temps, Ouais. ce qui fait que nous on a mes potes d'enfance qui me suivent et que bah qui font tout avec moi. Mhm. C'est-à-dire ils mangent avec moi, ils sont à l'hôtel avec moi, Ils même si sont c'est pas sur la prévu, scène avec toi ils aussi. sont sur la scène avec moi chaque soir. Mhm. C'est pas prévu, tu sais, le tourneur, il pète les plombs, tu sais, c'est qui ces mecs, là, qui sont avec nous au resto, qui sont avec nous à l'hôtel, et les mecs, des fois, ils sont 15 par chambre, 20 par chambre, tu vois, il y en a, ils dorment par terre, mais ils vivent tout ça avec moi. Et tous les jours, j'ai la discussion avec le tourneur, qui me Mhm. dit, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est qui tous ces mecs, et ça se passe comme ça tout le long de la tournée. C'est une dinguerie. Alors, c'est une tournée sur laquelle j'ai pas gagné d'argent parce que il y a eu tellement de dépenses avec tous les miens qui étaient avec Mhm. moi, mais je m'en foutais parce que ça reste ma meilleure tournée en termes de kiff D'expérience. et d'expérience. Et on va dire que chaque concert dans chaque ville, c'était pour rembourser tout le surplus qu'il y avait, mais je m'en foutais parce que c'était un kiff et vivre ça avec tes amis d'enfance, c'est un délire. Et t'as vu une chance incroyable parce que dans le sens qu'il y en a, ils attendent de sortir plusieurs albums avant de connaître ce que t'as vécu. C'est clair. Toi, on va dire, c'est vraiment ton premier album, même si t'as sorti T'as ma parole, mais c'était une mixtape. Là, c'est vraiment un projet solide, on va dire. C'est vraiment un album. T'avais conscience à cette époque que tu vivais quelque chose d'incroyable. Non, je crois pas. En fait, sur le moment même, je me rendais compte que j'ai fait un album qui a marché, qui a touché les gens, qui parle à plein Le de premier en monde, plus. le premier, mais j'avais pas conscience. C'est un peu plus tard, tu vois, après, même des fois des années après, tu vois, qu'on se remémore certaines scènes, ou quand je parle avec des amis d'enfance à moi, tu vois, qui sont mariés, qui ont femme et enfants, qui travaillent, et qui ont vécu la première tournée avec moi, Maintenant, avec le recul. quand ils m'expliquent eux aussi que ça reste un des plus beaux souvenirs de leur vie, tu vois, jusqu'à maintenant, bah c'est là que tu prends conscience de certaines choses, quoi, tu vois. Ouais. Je me dis, putain, c'est vrai que c'était une aventure de ouf, en fait, qu'on a vécu. Et je comprends pourquoi, moi, dans ma tête, l'argent, ça comptait pas sur cette tournée, tu vois, parce que de vivre ça avec tes proches, tu vois, ça a pas de prix, en fait, tu vois. De ouf. Déjà, de vivre une chose incroyable quand t'es tout seul, bah mais surtout quand t'arrives à entraîner tous tes amis à vivre ça, c'est magnifique. C'est Franchement, c'est un magnifique. vrai partage, je trouve. De ouf. Et je t'ai dit, jusqu'à maintenant, il y en a plusieurs avec qui on en parle encore de cette première tournée, tu vois. Ils l'ont raconté à leurs enfants, tout ça, tu vois. C'est une dinguerie. Tu leur as fait découvrir quelque chose qui on n'a pas l'habitude de voir à la base dans nos quartiers, tout le monde s'en fout un peu, mais dès qu'on arrive dans un endroit où t'as de l'attention, on n'a pas forcément l'habitude, donc Ben c'est oui, bien, ça peut être dis-toi, pas en mal. plus, la Courneuve, comme beaucoup de quartiers à l'époque, les gens connaissent que ça. Donc, il y a beaucoup de potes à moi qui connaissent que les 4000, que la Courneuve. Ouais. Et donc, du coup, ils partent sur un tour de France comme ça, où on découvre chaque soir une nouvelle ville. Donc, c'est bien sûr que c'est une folie, en fait. Et justement, après, t'as fait beaucoup de featuring. C'était un désir de ta part ou de ton label? Le succès de 1260 jours a amené les demandes. Ce qui fait que bah, mon producteur, il avait tout le temps des coups de fil. Les gens disaient, ouais, je veux Alibi sur mon album, sur ma compile, sur mon projet. Et après 1260 jours, et quand tu regardes bien, tu vas voir que tu vas me retrouver sur tous les projets qui sortent, les compilations, les albums et tout ça, parce que il y avait une demande des gens, en fait. Jams, Rof, Sefou, c'est eux qui t'ont contacté, Alibi? Alors, Ou ça s'est passé oui, oui, ça s'est passé comme ça, naturellement? ben, naturellement. C'est-à-dire que Rof me contacte pour être sur son album, tu vois, La Fierté des Nôtres. Après, Jams, on a eu un bon feeling par rapport à plein de choses, ce qui fait que après, je lui ai proposé le duo sur mon album Inspiration guerrière. Et puis c'est Few, il fait partie des gens que on s'était connus, on va dire, au moment du succès de 1260 jours. À tes débuts? Voilà. Ouais. Et ce qui fait que il y a beaucoup de gens qui le savent pas, mais sur une partie de la tournée de 1260 jours, j'ai emmené Feshu avec moi sur quelques dates. Et justement, quand Rof t'appelle pour faire un son, 187 flow, quelle a été ton expérience au studio avec tous ces grands artistes? Est-ce que t'as appris, est-ce que ça t'a fait avancer dans ton milieu artistique? Bien sûr, de toute façon, tu apprends toujours auprès des grands, hein, c'est clair. Et C'était une expérience de fou quand même de te ouais, retrouver au studio avec Sefiu, Rof, Kamel l'Ancien. ouais, bien sûr. C'était quoi l'ambiance au En studio? fait, Vous étiez tous au studio? l'ambiance, elle était naturelle et tout s'est passé, on va dire, de manière fluide. Et je pense que on s'est même pas rendu compte qu'on était en train de faire un classique, mais il y avait une telle osmose dans le studio, même les gens qui étaient autour de nous, ils étaient eux aussi, tu vois, vraiment en mode, ils vivaient ça de manière déchaînée. On se disait, mais il se passe un truc quand même autour du titre,
mais on pensait pas que ça allait être à ce moment-là. Et puis ensuite, après, quand Code 187 est sorti, bah, ça a eu une telle résonance, on va dire, dans toute la France et Ouais, c'était un hors de raz-de-marée, France, que voilà, que c'est un morceau que après chacun, je crois, on le jouait même tout seul un peu partout, parce que moi, je faisais cette expérience-là quand j'étais en tournée tout seul. Il y avait des gens qui me disaient ouais, rap aussi Code 187, et donc Mhm. du coup, je le faisais aussi. Et c'est un Ça t'a classique. propulsé aussi d'une manière C'est un, fulgurante après ce son. c'est un classique, on va dire, intemporel. Mhm. Tu vois, il y a encore quelques mois, quand j'étais à Bercy, justement, avec Rof et Sechou, et qu'on l'a interprété à Bercy-sur-Seine, et bon, on s'en rend compte, tu vois. Plus de 20 ans plus tard, il y a la même vigueur quand les gens chantent le morceau avec nous, tu vois. Il y a des mecs qui étaient là avec leur fils, aussi bien eux que leur fils, ils chantaient Code 187 avec nous. Donc c'est une dinguerie. Et à Libye aussi, tu as collaboré avec Jams, une des plus grandes artistes que le rap français a jamais connue, même. La Alors, plus même à grande, l'heure même, je actuelle, pense. même. Quelle Même à était l'heure ton actuelle. expérience à Libye Montana d'avoir collaboré avec tous ces gros artistes, surtout notamment avec Jams? Ben, je pense que tu apprends beaucoup de ce genre d'artiste. À l'heure actuelle, je pense que c'est la plus grande rappeuse qu'on ait eue dans le rap français. On a eu beaucoup de chance de l'avoir. C'est quelqu'un de super intelligent dans sa façon de travailler, sa méthode. Je me rappelle on a fait le duo ensemble, loin des jeux, loin du cœur. On a pris le temps d'en discuter, on a mangé ensemble pour en parler. Après le soir, elle me faisait pas mal de remarques. Elle-même, elle me posait des questions parce que justement, le morceau, il parle justement d'un couple qui est séparé parce que justement le mari va être incarcéré et comment la femme va gérer ça, supporter ça, tu vois. Et elle me posait justement des questions par rapport à ça. Quand moi j'étais en prison, des choses qui l'intéressaient et ça allait lui servir pour le texte, tu vois. Mm. Donc elle est super intelligente. Et le morceau, Loin, voilà, loin. c'est un banger, Ouais. c'est un morceau parfait, un classique, intemporel. Beaucoup de retours positifs, aussi bien des hommes que des femmes, tu vois. Moi, je rencontre plein de femmes qui me disent que ce morceau-là les a accompagnées dans plein Mhm. de moments de leur vie, quand elles ont connu ça. Des mecs aussi qui me disent qu'ils écoutaient ça en cellule et tout, tu vois. Mhm. Donc c'est un morceau que je prends tout le temps beaucoup de plaisir à écouter. Et à cette Euh, période-là, Libby, Jams, elle était bien dans sa peau, puisque j'ai cru comprendre aussi qu'à un moment donné dans sa vie, malheureusement, elle a traversé des périodes difficiles. alors, qu'on a enregistré le morceau, elle était très bien dans sa peau, comme je te disais. Les moments qu'on a partagés, aussi bien au studio qu'en dehors, c'était exceptionnel. Et après, qu'on devait tourner le clip, tu vois, malheureusement, c'était un moment où elle était un peu moins bien, tu vois. Et justement, c'est pour ça que quand tu regardes le clip Loin des yeux, loin du cœur, James, tu la vois que dans la télé, en fait, D'accord. avec moi. Parce que les scènes qu'on avait prévues et qui avaient été écrites pour elle, on n'a pas pu les faire parce que justement, ben, vu qu'à cette période-là, elle était un peu moins bien et on n'a pas pu les faire. Donc, d'ailleurs, c'est vraiment dommage parce que l'histoire, elle était vraiment superbement bien écrite pour nous deux, tu vois. Et donc, on a dû faire autrement. Comme je te dis, ça reste un super souvenir. J'ai eu l'occasion de lui dire à plusieurs reprises. Et en plus, euh, il y a une association donc qui lutte pour l'enfance et le handicap Mhm. qui ont choisi ce titre en fait comme hymne de leur association. D'accord. Tu vois, ils sont basés à Vigneux et il y a 3 mois de cela, ils m'avaient invité justement là-bas et où justement où tu t'avais les jeunes justement qui chantaient cette chanson-là en entier, tu vois, parce que c'est l'hymne de leur association. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je l'ai même dit à James, j'ai même envoyé la vidéo, tu vois, des jeunes et tout ça qui chantaient ce titre-là et ça me fait énormément plaisir, tu vois. D'accord. Et James, comment tu l'as rencontré? C'est Menace Record aussi, pareil? Alors, à l'époque, j'étais plus chez Menace Record. D'accord. L'album où elle est, Inspiration guerrière, c'est un album que j'ai fait chez Because Music Universal. D'accord. Et comme je t'ai dit, donc on s'appréciait déjà, tu vois, le travail de l'un et de l'autre qu'on écoutait. On avait eu l'occasion de discuter déjà à plusieurs reprises. Et après, ça s'est fait tout naturellement. T'as jamais voulu faire un film à Libye? Si, ben justement, après j'ai eu cette expérience-là où il y a le réalisateur Sébastien Jiménez, un petit peu suite à tout ça aussi après, qui m'a contacté, après qui m'a demandé d'abord de faire la musique de son film Le Braconnier, Mhm. et puis ensuite de jouer dedans. Et ça amène tout un tas de choses. Et à l'heure actuelle aussi, je suis en train de discuter aussi avec un réal aussi qui m'a donné un rôle dans une série qu'on va tourner à la rentrée.
On va dire que c'est des univers différents. Et le point commun, c'est que c'est tous des gens qui ont lu mon livre, qui eux sont dans l'univers du cinéma, tu vois. Mais ça leur a donné justement l'envie de travailler avec moi le côté cinématographique, tu vois. Exactement, parce que, on va dire, l'itinéraire après de faire un livre, peut-être éventuellement, c'est de faire aussi un film, ça pourrait être aussi intéressant. Et Alibi Montana aussi, tu as collaboré, on va dire, on pourrait dire peut-être un binôme à un moment donné avec L.I.M. Vous avez fait des albums en commun. T'as jamais pensé à faire un groupe avec L.I.M.? En fait, quand tu fais des albums communs, t'es un peu en groupe quelque part. Parce que tu fais des tournées, vous êtes à deux, vous chantez les titres des albums. Donc, quelque part, c'est un peu un groupe, tu vois. Moi, des fois, je rencontre des gens qui me disent, ouais, vous allez faire le Rue 3, tu vois. Tu vois, ils ont cet imaginaire où c'est un peu comme un groupe. Comme un groupe, quoi. Parce que vous étiez forts ensemble. Il y avait une osmose. Une osmose, une fusion et une complémentarité. Exactement, naturel. tu vois. On le ressentait de toute façon dans vos musiques, dans vos interviews aussi. Exactement. Et c'est pareil. Et c'est des tournées aussi, on a pris beaucoup de plaisir tous les deux à les faire. Aussi bien la tournée de Rue 1 que de Rue 2. Où, pareil, on est parti dans toute la France, dans pas mal de pays francophones aussi. Genre Belgique, Suisse, même Allemagne. On a joué plusieurs fois en Allemagne. C'est des albums qui ont été perçus d'une manière totale par les gens, tu vois. Les gens connaissaient aussi par cœur tous les titres et on va dire les tournées qu'on a fait de rue, ça reste aussi des super souvenirs parce que c'était en osmose aussi avec le public qui nous suivait. Vous comptez faire encore d'autres musiques ensemble ou d'autres projets peut-être? Alors là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. On a parlé ensemble il y a quelques jours justement de pas mal de choses et pourquoi pas. En tout cas, ce sera un grand plaisir de vous réécouter et de vous revoir sur le devant de la scène tous les deux. En tout cas, ça ferait énormément plaisir parce que vous avez marqué quand même une période du rap français, surtout avec vos sons, vos albums, vos interviews aussi surtout. Celle notamment avec Tonton Marcel qui a été un peu piquante. Légendaire. J'espère que ça s'est adouci depuis. Mais apparemment, oui. Tu pourrais plus nous en parler de ton agence Artop, s'il te plaît. Quand est-ce que ça a été créé? Et quel a été l'objectif Alors Artop, ça existe depuis 2 ans maintenant. Et l'objectif, c'est justement d'aider à développer des artistes talentueux, pas que dans le rap, parce qu'on a des artistes dans tous les domaines. Et nous, on est là donc pour mettre en lumière à partir du moment où ils ont des projets qui vont sortir, que ce soit un single, un EP ou autre. Nous, on fait en sorte de mettre ça en lumière, d'avoir une stratégie avec eux où ils vont pouvoir justement parler de leur projet et le mettre le plus en lumière possible, tu vois. Et quel a été dans ta carrière le plus gros quiproquo entre toi et les médias? Un jour, ils ont peut-être sorti quelque chose qui t'a vraiment blessé peut-être ou t'as pas vraiment compris sûrement. Après, blessé, je pense pas parce que je suis pas quelqu'un qui est blessé par eux, mais on va dire c'est tous les épisodes. Par exemple, quand j'avais des jugements pour mes titres, par exemple quand j'avais eu le jugement contre Nicolas Sarkozy, tu vois, ils avaient fait plein d'articles dessus, surtout au départ. J'ai eu des annulations de concerts, tu vois, par rapport à lui, parce que il y avait certaines villes où il demandait à des amis à lui d'annuler mes concerts. Ça avait commencé par pourquoi c'est... Alors ça avait commencé parce qu'il s'était rendu à la Courneuve, il avait insulté des gens dans ses propos, et moi on m'avait appelé, j'étais en tournée à cette époque, et on m'a dit, regarde ce qu'il a dit, franchement il insulte nos familles et tout, et moi après j'ai fait un titre en réponse à ça, que lui il a attaqué, qui m'a valu un procès, etc., qui a duré et tout. Après à la fin j'ai fini par gagner le procès, mais bon, on va dire que avant ça m'a causé, tu vois, tout un tas de désagréments, comme je te dis, des annulations de concerts, etc., des trucs comme ça. T'es sur un projet aussi avec Cops? Alors oui, alors... Tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît, Libby? Alors en fait, oui, j'ai enregistré un titre avec Koff sur son nouvel album, où il a fait justement un album où il a fait des featuring avec pas mal d'artistes qui l'ont inspiré. Et comme je fais partie de ces artistes-là, donc du coup on a enregistré un titre ensemble, moi et lui, pour ce projet. C'est bien, c'est du respect. Et ouais, parce que il fait partie des rappeurs qui tout simplement voilà, qui parle de sa découverte avec le rap, de son approche du rap, de comment il l'a vécu. Donc Koff et d'autres aussi, tu vois, qui l'ont dit aussi devant la caméra. Et j'avais eu l'occasion donc de sortir un volume 1
d'un de mes best-of, donc l'année dernière. Et on avait déjà fait un morceau, moi et Koff, déjà, sur ce best-of-là, un morceau qui s'appelle du 13 au 93, donc que les gens peuvent retrouver sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Alibi Montana Best-of Volume 1. Et justement, j'avais fait un morceau avec Koff parce qu'il faisait partie des rappeurs, justement, à l'époque déjà, qui avait déjà expliqué que mes albums l'avaient beaucoup inspiré. Et donc, du coup, à partir du moment où j'ai commencé à faire ces best-of, donc j'ai fait ça avec lui. J'ai enregistré avec d'autres rappeurs aussi de la nouvelle génération qui ont déjà dit, par exemple, que mes albums les avaient inspirés. Et ça va permettre justement qu'on puisse collaborer ensemble avec des jeunes rappeurs avec qui j'avais pas posé à l'époque, mais que mes sons leur avaient parlé. Et ces best-of-là vont servir à ça. Donc, ça me permet de dire, comme tu me parlais d'actualité, donc après le volume 1, il va y avoir le volume 2, sur lequel j'ai commencé aussi à travailler, et où les gens vont retrouver certains de mes classiques, avec des inédits, avec des jeunes rappeurs, on va dire, de la nouvelle génération. Et même à votre époque, je pense, c'était beaucoup plus dur de percer, non? Oui, bien sûr, parce qu'il y avait moins d'outils, on va dire. Aujourd'hui, Et il y avait beaucoup de rappeurs qui déchiraient aussi. oui, bien sûr, bien Parce sûr, que bien dans sûr. les plateaux, dans les freestyles et tout ça, il y a des fois des rappeurs, ils osaient pas y aller. C'est Alors clair. que maintenant, même s'ils sont pas bons, ils veulent y aller. Là, C'est clair. Mais je pense qu'avant, pour réussir, il fallait être bon aussi. Vraiment. Il fallait vraiment être bon. Je pense que au jour d'aujourd'hui, même si t'es pas très bon, je pense que tu peux réussir avec les outils qui existent au jour d'aujourd'hui, la façon de faire les choses, la façon de faire la com. Je pense que quelqu'un qui est pas très bon, il peut réussir à tirer son épingle du jeu au jour d'aujourd'hui en 2025. Donc c'était plus dur avant de faire de la musique que maintenant? Oui, je pense que oui. D'accord. Et il y avait beaucoup même plus, il y avait des gens, c'était des monstres. Ah oui, c'est clair, en termes de... Surtout à ton époque. Je parle en termes de concurrence rapologique, de rap pur, hein. C'est-à-dire on va dire, quand ça kick, je parle. Les textes. Ça kick sans rien, sans ajouter ceci, cela. C'est-à-dire un micro, une instru et tu kicks. Voilà. À l'époque, oui, voilà. T'avais des vrais tueurs, ça on voyait, quoi, tu vois. Quand ça s'affrontait sur un instru, tu voyais vraiment que c'était un affrontement. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on va dire que c'est beaucoup moins ça. Et quelle est ta plus grande fierté de toute ta carrière, de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as vu? Si on devrait faire un résumé de tout ce que tu as vécu par rapport à ta carrière, quelle a été la chose la plus kiffante pour toi? Là où tu as vraiment dit, là, c'est quelque chose. Je n'aurais jamais pensé vivre ça un jour, mais tu l'as vécu. J'ai eu la chance de vivre énormément de belles choses grâce à la musique. Déjà, je suis déjà conscient de ça. Je remercie. Parce que sans la musique, j'aurais pas autant voyagé, j'aurais pas eu autant d'expérience, j'aurais pas eu cette ouverture que j'ai sur le monde. Je suis bien passé pour le savoir parce que j'ai des amis qui ne l'ont pas et c'est des amis avec lesquels j'ai grandi. Donc déjà, ça me suffit déjà. Et ma plus grande fierté, c'est même pas dans ce domaine-là, c'est le fait maintenant de pouvoir passer du temps avec ma famille, aussi bien enfant que le reste de ma famille. Parce qu'il y avait une période où ils ne me voyaient jamais, où je voyais très très peu ma famille, parce que à courir tout le temps à droite et à gauche. Et là maintenant, j'arrive à dégager du temps, on va dire pour mes enfants et pour ma famille. Et je pense que ma plus grande fierté à l'heure actuelle, c'est de réussir à avoir ces moments-là qui pour moi sont inestimables. Merci Alibi Montana. Si tu as un mot de la fin à rajouter pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent. Je crois que j'ai tout dit, on a déjà pas mal parlé. Okay. Donc vraiment, tous ceux qui vont regarder cette interview, prenez le temps de l'apprécier parce que j'ai dit pas mal de choses que j'avais pas encore dites ou que j'avais pas développées. Donc c'est pour ça que c'est une interview importante et très intéressante. Je te remercie Sofiane, merci à toi, remercie Lumière Noire et tous ceux qui nous regardent.